tous et bienvenue dans Pitch. Vous avez peut-être du mal à vous décider lorsque vous allez voter. Eh bien, c'est normal puisqu'il existe environ 40 partis politiques à Bruxelles. Lors des dernières élections, 89 députés issus de 15 partis différents ont été élus. Des hommes et des femmes choisis par les citoyens pour les représenter. C'est le principe de la démocratie, oui, mais dans les faits, est-ce réellement le cas? Aujourd'hui, on se pose la question de la toute-puissance des partis politiques avec vous, Thibaut Guedin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez étudié le droit et les sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Ce double cursus vous a amené à vous demander comment, au cours de l'histoire, notre démocratie est devenue une particratie. Alors, vous êtes fan des bouquins et des séries télévisées qui traitent des jeux de pouvoir. C'est précisément le sujet de votre thèse. Je vous laisse nous expliquer tout ça et on se retrouve après pour quelques questions. Bon pitch. Alors, vous avez peut-être déjà rêvé d'être Premier ministre ou un sénateur qui titille la majorité depuis les bancs de l'opposition. Le problème, c'est que cette carrière, si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, elle est très difficile à poursuivre. Parce que c'est vrai, en Belgique, les partis politiques sont très puissants. On dit même que nous vivons dans une particratie. Eh bien, la question que je me pose dans mes recherches, c'est la question de savoir d'où vient cette particratie. À quel moment, dans l'histoire de notre pays, les partis sont-ils devenus indispensables? Et je vous propose de remonter le temps avec moi, avec une première étape en 1830, lorsque la Belgique acquiert son indépendance. Le Congrès national, le premier parlement belge, n'est pas divisé par des partis politiques au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline de parti ou d'organisation très soudée qui prend les décisions en amont. Par contre, les députés se distinguent bien par leurs opinions politiques et se regroupent en fait en tendances un peu inorganisées entre d'une part des catholiques et d'autre part les libéraux. Ils sont globalement opposés sur la question du rôle de l'Église et de l'État dans la Nouvelle-Belgique. Alors, dans ce système sans parti organisé, les élections se passent de manière finalement assez simple. L'électeur va rédiger à son domicile son bulletin de vote et il va, le jour J, aller déposer son bulletin dans l'urne. Ce qu'il peut mettre sur son bulletin de vote, c'est le nom de tout citoyen qui est éligible. Il peut donc voter pour n'importe quel citoyen et il n'y a pas de liste officielle de candidats qui limiterait son choix. On peut donc être élu alors qu'on ne s'est même pas porté candidat à l'époque. Alors évidemment, les catholiques et les libéraux vont proposer une liste de noms, mais il n'y a là rien d'officiel et rien qui s'impose à l'électeur en tout cas. Les choses vont commencer à changer en 1846, l'année où le Parti libéral est fondé à Bruxelles. Et c'est la première fois qu'un groupe parlementaire va se donner les moyens financiers, les moyens humains, de peser véritablement sur l'élection. On a d'ailleurs des partis qui vont se mettre à engager des gens pour réviser les listes électorales, c'est-à-dire lire les listes des électeurs et tenter de rayer les électeurs qui seraient hostiles à son parti et tenter de faire inscrire le plus d'amis politiques possible. Cette utilisation des ressources des partis va se prolonger pendant plus de 30 ans et va même dériver au point que pendant 30 ans, on aura des fraudes électorales très importantes. Dans un régime censitaire, l'électeur est en fait électeur parce qu'il paye un certain montant d'impôts. Eh bien, les partis politiques vont gonfler artificiellement les déclarations fiscales de certains citoyens pour leur permettre de devenir électeurs. Et à ces nouveaux électeurs, créés illégalement, on donne un bulletin de vote pré-rédigé par un employé du parti, employé qui est chargé de surveiller les électeurs et de s'assurer qu'ils remettent bien ce bulletin de vote-là dans l'urne. Pendant 30 ans, catholiques et libéraux s'en donnent à cœur joie, mais en 1877, on décide que c'en est assez. Le gouvernement catholique à l'époque instaure une loi sur le secret du vote et sur les fraudes électorales qui doit mettre un terme à cette situation scandaleuse. Et les principales innovations de cette loi sont d'abord l'isoloir. L'idée est de soustraire l'électeur à la surveillance du parti politique. Mais dans le même temps, on va instaurer ce qu'on appelle des témoins des partis qui vont être désignés par les partis pour assister à toutes les opérations de vote. L'idée est de faire en sorte que le témoin libéral contrôle les catholiques et inversement. Et puis par ailleurs, on va prévoir un nombre de sanctions contre les fraudes électorales. Mais la première et la principale innovation de cette loi, c'est le bulletin pré-imprimé. Puisque le bulletin devient imprimé à l'avance, il faut qu'on connaisse à l'avance le nom des candidats. Ce qui veut dire qu'on a l'apparition de listes officielles de candidats déposées par les partis politiques. Et ces listes doivent être soutenues par un certain nombre d'électeurs, dits parrains. Et ce nombre est calculé de manière à ce qu'il soit facile à atteindre pour les partis politiques, mais très complexe à atteindre pour des gens qui ne seraient pas membres d'un parti. On voit donc bien là l'idée qu'on organise en fait le monopole de présentation des candidats par
par les partis politiques. Et ce monopole va s'approfondir en 1899 lorsque l'on bascule dans la représentation proportionnelle. Avec la représentation proportionnelle, le Parlement est composé proportionnellement à la force des partis. On comprend donc très rapidement que le parti politique devient l'unité de base du système électoral et qu'en fait l'électeur n'a plus qu'à choisir entre plusieurs partis et non plus plusieurs candidats. D'ailleurs, on a interdit le panachage à la même époque, c'est-à-dire la pratique de voter pour un candidat catholique ou libéraux en même temps. Et cette représentation proportionnelle va avoir d'autres impacts, notamment sur le bulletin de vote et sur l'ordre de présentation des candidats, qui vaudra ordre d'élection, là où auparavant il n'était que purement alphabétique. Ce que cela veut dire, c'est qu'un candidat a tout intérêt à se trouver en haut d'une liste pour pouvoir être réélu. Le corollaire de tout cela, c'est que les partis politiques vont disposer, puisque c'est eux qui déterminent l'ordre de présentation des candidats, vont disposer, disais-je, d'un moyen de pression sur les candidats et sur les élus, puisqu'ils pourront lui dire « si tu ne te comportes pas comme le parti le souhaite, on te met en bas de la liste » et c'est donc presque automatiquement la fin de ta carrière politique. Il s'agit bien là d'une confiscation de l'élection et on peut s'en convaincre en regardant ce chiffre qui est en fait assez édifiant. 99,31% des élus sont élus en réalité dans l'ordre de la liste. C'est-à-dire qu'en lisant les premiers noms de chaque liste sur un bulletin de vote, on peut avoir une idée du nom de 99% des élus. La seule question qu'il reste à se poser, c'est combien de socialistes ou de libéraux il va y avoir. Mais si on détermine qu'il y a 10 libéraux, on connaît le nom des 10 libéraux. On a donc là un monopole et une puissance importante des partis politiques. Et la solution ne peut pas résider dans la création d'un nouveau parti politique, puisque, en tout cas pas directement, puisque ce nouveau parti va devoir, rappelons-le, présenter une liste et donc être soutenu par un certain nombre de parrains, un nombre assez important, ce qui est déjà une exigence assez difficile à remplir. Mais en plus de ça, si ce parti parvient à figurer sur les bulletins de vote et à être élu, à obtenir un siège, ce siège pourrait lui être retiré s'il n'obtient pas 5% des voix, en application du mécanisme du seuil électoral de 5%, décidé une fois encore par les grands partis qui, eux, sont au pouvoir. Obtenir un siège, par ailleurs, c'est pas évident. Ça demande de mener campagne, ce qui coûte pas mal d'argent et pas mal de temps. Eh bien, de l'argent, notre nouveau parti politique, il n'en dispose pas puisqu'il n'est pas financé publiquement. En effet, seuls les partis déjà représentés au Parlement bénéficient d'une dotation publique. Quant aux dotations privées, leur montant est très encadré et très limité. Les moyens financiers des nouveaux partis sont donc très faibles et ils ne peuvent pas non plus compter sur une présence médiatique soutenue puisque là aussi, il y a une règle de proportionnalité. Plus on est représenté au sein du Parlement, plus on aura de temps d'antenne important. Ce qui veut dire que sans élus, on n'a ni argent ni temps d'antenne. Tout ça, c'est la loi, c'est le droit électoral qui le prévoit. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si la loi prévoit ce monopole, ce sont les partis qui font la loi et qui vont donc couler dans le droit leur choix politique. On aurait pu choisir, aux diverses époques que nous avons évoquées, d'autres solutions. On ne l'a pas fait. Ce qui nous permet de conclure qu'en fait, les partis ne sont pas intrinsèquement indispensables, ils se sont rendus indispensables via toute une série de mécanismes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on arrête les élections parce que tout est pipé? Je ne le pense pas. Il y a une série de perspectives qui se développent. D'abord, on constate en ce début du XXIe siècle un certain recul de cette mainmise des partis sur les élections. Alors un recul très modeste, mais un recul tout de même, qui s'accompagne par ailleurs de réflexions sur le rôle des citoyens dans la prise de décision politique. Et ces réflexions sont menées par des citoyens, mais également par des juristes et des politologues, qui poussent même la réflexion plus loin et qui vont jusqu'à se demander s'il est possible d'envisager un système sans parti politique. Alors la réponse n'est pas encore connue, mais il y a des éléments qui laissent à penser qu'on peut aller vers mieux. Thibaut, chez nous, ce n'est pas les républicains contre les démocrates. On a vraiment beaucoup de partis différents en Belgique. Au final, est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient? Il y a plusieurs façons d'analyser cette question qui touche en fait à la question de la représentation proportionnelle ou du scrutin majoritaire. Alors il y en a qui disent que l'avantage d'avoir peu de partis, c'est qu'on a des positionnements politiques qui sont très clairs, qui vont parfois même jusqu'à la caricature des positionnements politiques, là où une offre plus étendue permet d'avoir une vision plus raffinée, plus fine de la politique et donc permettre à un électeur éventuellement de se retrouver plus facilement dans un autre parti, même si, à nouveau, on peut dire que la multiplicité des partis peut amener à des situations de blocage comme on en connaît à l'heure actuelle en fait. Pour contrer cette particratie, comme on l'appelle, il y a un nouveau parti à Bruxelles, le parti Agora. Eux, ils proposent une assemblée citoyenne par tirage au sort. Alors apparemment, l'idée plaît puisqu'ils ont obtenu un siège au Parlement. Ça pourrait être une solution pour lutter justement contre la particratie? Alors ça pourrait être une solution. Il y a effectivement divers mécanismes qui commencent à se développer
développé. Et comme je le disais, en ce début du XXIe siècle, c'est très à la mode, ce thème de remettre le citoyen au centre du jeu politique et du débat politique. Maintenant, le problème, c'est que pour organiser ce genre de mécanisme, il faut que les partis le décident, que le législateur le décide. Or, le législateur, si on réfléchit un petit peu plus loin, c'est les partis politiques. Et donc, est-ce qu'ils vont vraiment participer à ce saborder? Là, il y a des questions d'enjeu électoral sans doute qui se posent. C'est pas si évident que ça. Lors des dernières élections, on a vu qu'il y avait une augmentation de l'abstention, une augmentation des votes blancs. On peut un peu dire que le citoyen il se sent un peu exclu de cette politique. Alors au final, est-ce que c'est pas paradoxal de maintenir ce vote obligatoire ? Alors oui et non, parce que d'une part, le vote obligatoire forcément va limiter l'abstention et le vote blanc. Attention que l'abstention et le vote blanc en droit public belge, c'est pas la même chose. L'abstention, c'est le fait de ne pas se rendre aux urnes, de ne pas aller voter même si le vote est obligatoire. Le vote blanc, c'est le fait de rendre un bulletin blanc et de cocher la case vote blanc. Et ce vote blanc, on peut tout à fait le revêtir d'un sens politique. D'ailleurs, il y a certains constitutionnalistes, certains juristes qui proposent même de compter ce vote blanc, en fait, comme s'il s'agissait d'un parti politique et de représenter ces voix, ces sièges qu'on attribuerait aux gens qui votent blanc par des sièges vides à la Chambre, ce qui permettrait de vraiment rendre concret pour les parlementaires et les élus aussi cette abstention croissante dans le système et qui pourrait peut-être permettre une prise de conscience un peu plus importante. Ce serait assez interpellant du coup de voir comme ça des sièges vides au Parlement. C'est sûr, et puis ça permettrait aussi de lancer un message puisque ces sièges ne seraient par définition pas capables de voter pour ou contre une proposition de loi et donc de rendre parfois l'adoption d'une loi plus compliquée ou plus simple en fonction des contingences politiques, mais en tout cas c'est clair que symboliquement, ça marquerait vraiment cette crise de confiance de ces citoyens envers ce qu'on appelle, à mon sens à tort, le monde politique, puisque ces hommes et ces femmes politiques, ça reste des citoyens avant tout. Il faudrait peut-être essayer de recréer du lien. Et ça va demander un effort de la part des citoyens, mais aussi et surtout de la part des élus, évidemment, pour qu'un dialogue se mette en place de manière plus efficace. On y travaille, en tout cas, on le voit, vous faites de la recherche dans ce sens-là. On vous souhaite bonne chance pour la poursuite de votre thèse, en tout cas. Un nouvel invité viendra vous présenter son projet. Ça se passe dans le prochain numéro de Pitch. À bientôt sur BX1.